Donc, bienvenue pour cette deuxième partie du cours qui va porter sur comment programmer un GPU. Donc on va d'abord voir le flow de développement avec les compilateurs, puisque le langage présenté ici est le langage CUDA propriétaire d'NVIDIA. On peut utiliser d'autres langages comme OpenCL qui permet de cibler plein d'architectures, les architectures CPU, GPU mais d'autres marques comme ATI, AMD, ou même voir les FPGA avec des outils de synthèse de haut niveau. Donc ici, moi, je me concentrerai sur le langage CUDA d'NVIDIA, puisqu'ils ont un quasi-monopole sur ce marché. Et donc, c'est un langage compilé, ce n'est pas un langage interprété. Hein, c'est un langage C, une extension du C, qu'il faudra compiler avant l'exécution. Et on verra donc là un exemple, la multiplication de matrices. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a deux codes. Il y aura un code pour le CPU, donc qui est toujours qui gère toutes les données, qui gère les commandes pour lancer les calculs sur GPU, et donc le kernel GPU, qui sera le noyau, on appelle ça kernel, parce que c'est le noyau dur des calculs. C'est ce qui va exprimer le calcul pour chaque thread. Donc, il y aura deux compilateurs, le compilateur C standard, qui est représenté ici en bleu, et puis le compilateur spécifique d'NVIDIA, NVCC, qui va donc pouvoir compiler, transformer en assembleur pour après être exécuté par les drivers qui sont installés sur le PC ou sur le système embarqué. Donc je vais parler des différentes étapes pour la programmation des GPU. Donc la première chose, avant de coder, et il ne faut pas avoir le nez dans le guidon, c'est de réfléchir sur papier, comme je dis à mes étudiants, de faire du paperware avant de faire du hardware ou du software. Donc pour ça, il faut découper l'algorithme en tâches élémentaires, et donc là, il faut vraiment le découper très finement, ce qu'on appelle à grain fin, pour faire de la parallélisation à grain fin, puisqu'on doit définir des centaines de milliers, voire des millions de threads pour que ce soit efficace sur nos milliers de cœurs de calcul. Donc pour montrer que seulement certains codes, certains algorithmes sont éligibles à l'accélération sur GPU, on a souvent recours à utiliser la loi d'Amdahl, qui va représenter l'accélération obtenue en fonction du taux de parallélisation du code. Donc ici, je vais comparer deux architectures, une architecture qui correspond au GPU, qui a n cœurs qui fonctionne à 1 GHz, et puis une architecture qui correspond à un CPU, un seul cœur qui fonctionne à une fréquence un peu plus haute, à 3 GHz. Donc si on a un code qui est 100% parallélisable, alors on va pouvoir obtenir une accélération qui sera directement proportionnelle au nombre de cœurs. Si j'ai 240 cœurs ici pour une carte graphique qui date un peu, j'aurai donc une accélération d'un facteur 80. Je divise par, j'ai pas une accélération d'un facteur 240 puisque j'ai une fréquence qui est 3 fois moins importante. Mais si j'ai 1% de mon code qui n'est pas parallélisable, qui est séquentiel, par exemple l'accès, je sais pas, au disque dur pour accéder aux données, ce facteur d'accélération va descendre à 24. Et on voit que ça descend très vite. Si j'ai 10% du code qui n'est pas parallélisable, j'aurai seulement une accélération d'un facteur 3. Donc ça, c'est pour dire qu'il faut vraiment que le code soit massivement parallèle, sinon ça ne sert à rien d'utiliser les GPU. En plus, il y a le coût de transfert des données. Il faudra toujours transférer les données du PC sur la carte graphique. Ça aussi, ça peut être un goulot d'étranglement. Et donc on a cette généralisation là de ce petit calcul. Donc le facteur d'accélération obtenu en fonction du nombre de cœurs, ici de 0 jusqu'à 500 cœurs disponibles pour différents taux de parallélisation du code. Donc si on a un code qui est parallélisable à 100%, forcément ce facteur d'accélération est linéairement proportionnel au nombre de cœurs. Mais si on a 1% du code en rouge là qui n'est pas parallélisable, on voit qu'on atteint une asymptote qui est de l'ordre de 24, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et cette asymptote réduit fortement, plus on réduit le pourcentage de code parallélisable. Alors une fois qu'on a fait ce premier travail de paralléliser le code, on va pouvoir optimiser le code pour utiliser au mieux les ressources de calcul et les ressources d'accès à la mémoire, donc que ce soit les caches mémoire ou les mémoires locales.
Et donc ça, à chaque fois qu'on aura fait un code, on va faire un diagnostic, savoir qu'est-ce qui bloque. Est-ce que c'est les accès mémoire? À ce moment-là, on dit que l'algorithme est memory bound. Ou alors, ce sont les calculs, il est computation bound. Souvent sur GPU, ce qui est le point bloquant, c'est le memory bound, c'est l'accès aux données qui pose souci. Alors on va terminer ce cours avec la présentation d'un petit code exemple pour la multiplication de matrices, la parallélisation de la multiplication de matrices. Donc on va multiplier les matrices A et B pour obtenir une matrice C résultat. Donc pour obtenir un élément CIJ, donc I c'est le numéro de ligne, J c'est le numéro de colonne, il va falloir multiplier tous les éléments de la ligne I de A avec, donc élément par élément, avec la colonne J de B. Donc on fait AI0 multiplié par B0J et on additionne tout ça, on accumule tout ça pour obtenir l'élément CIJ. La parallélisation ici est triviale. Chaque élément CIJ peut être calculé de manière indépendante. Et donc à un thread IJ, on va demander de calculer un élément CIJ. Donc là, on a encore le paradigme donc SIMT qui se traduit en un paradigme de parallélisation SIMD, donc Single Instruction Multiple Data. Donc tous les threads vont faire le même calcul, une multiplication d'une ligne par une colonne, mais pour des données différentes. Alors ensuite, on est obligé de définir un niveau de parallélisation intermédiaire avec les blocs de threads. Ça, c'est parce que ces threads vont résider sur un SM, un streaming multiprocesseur, et donc il y a une certaine limitation matérielle. On a un nombre réduit de registres, on ne peut pas faire résider des millions de threads sur ces multiprocesseurs, qui sont de taille, il y en a de 8 jusqu'à 64 cœurs sur les SM. Donc on peut définir au maximum 1024 threads par bloc. Donc ici, on va définir un bloc de thread par le calcul. Donc un bloc de thread va se charger du calcul d'une sous-matrice de C, une sous-matrice de taille 16 par 16. Ça fait donc 256 éléments CIJ à calculer par donc 256 threads. Donc notre bloc là contiendra 256 threads. Après, on définit autant de blocs qu'on a besoin pour couvrir toute la matrice C. Voilà le code qui correspond à la multiplication de matrices, donc le kernel, le noyau dur, donc c'est ce qui va être exécuté par chaque thread, mais sur des données différentes. Donc on voit que c'est vraiment du C, on a la même syntaxe, on reconnaît la définition, le prototype. Alors seule petite différence, c'est qu'on voit ici qu'il y a un qualificatif global qui va indiquer au compilateur d'NVIDIA que c'est un kernel, ce n'est pas une fonction CPU. Donc première chose sur cette fonction, il va falloir récupérer le numéro du thread. Ça c'est dynamiquement, lors de l'exécution, on doit connaître quel est le numéro du thread pour savoir quel numéro de données il va traiter. Donc à partir du numéro de bloc dans la grille et le numéro de thread dans un bloc, on peut calculer le numéro de thread dans la grille globale. Et donc sachant ça, après on fait le calcul, tous les threads font le même calcul, mais ce sera sur des données IJ différentes. Et donc une fois qu'on a fait tous les calculs, là on voit qu'on stocke bien sûr dans une variable locale pour éviter de faire trop d'accès à la mémoire globale qui sont très coûteux. Une fois qu'on a obtenu le résultat, on le stocke dans la matrice globale, dans CIJ, dans le tableau CIJ. Donc à côté de ce kernel qui est exécuté sur le GPU, il y a le code exécuté sur le CPU qui est le chef d'orchestre. Donc on définit le découpage en thread avec la taille des blocs. Donc c'est ce qu'on voit sur la ligne DIM3 thread block size block size. Ça veut dire que les blocs de thread seront de taille 16 par 16. Donc ça se fait 256 threads. Donc on est bien inférieur à la limite des 1024 threads. Et ensuite, on définit le nombre de blocs qui vont être exécutés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la grille, avec le DIM3 grille là. Si on veut faire une multiplication d'une matrice de taille n par n, il faudra définir n divisé par 16 fois n divisé par 16 blocs. Ensuite, on lance les calculs. C'est le CPU qui vraiment commande le GPU.
Donc en faisant un simple appel de fonction, comme en C, simplement petite différence, et on voit ici avec les chevrons 3 fois inférieur et 3 fois supérieur, qui est une extension du C, là, un opérateur qui n'est pas pris dans le C standard, qui est utilisé par le langage CUDA. C'est simplement pour dire au compilateur NVCC qu'il faudra lancer finalement pas seulement une seule fois cette fonction, il faudra la lancer autant de fois qu'on a défini de thread. Alors, il y a 3 petits points. Ça, c'est pour tout ce qui est pour la gestion de la mémoire, puisqu'il va falloir transférer les données qui sont d'abord sur le CPU, les transférer sur le GPU. Donc, c'est ce qui apparaît ici, puisqu'on aura les données, 2 copies en fait, de données, un jeu de données qui sera stocké sur le CPU et un jeu de données stocké sur le GPU. Et donc, il y a tous ces transferts à gérer. Je vais pas rentrer dans le détail, mais juste ce qu'on peut voir, c'est que c'est le CPU qui fait les CUDA malloc, qui fait les allocations mémoire. Il a vraiment la main sur la mémoire du GPU. Donc il va transférer, là ce qu'on voit, c'est les matrices A et B. Elles sont sur elles sont définies sur A host, B host. Et donc ensuite, elles vont être recopiées grâce à, on voit la commande, la ligne CUDA même copie. Donc le A host, B host vont être recopiés sur A device, B device, qui sont des pointeurs vers la zone mémoire du GPU, de la mémoire du GPU. Et donc les matrices A et B sont transférées, on fait les calculs, après le CPU va attendre la fin des calculs et il va récupérer donc la matrice C résultat qui est stockée sur le GPU, donc c'est pour ça qu'il est transfert de C device vers C host. Donc voici les performances obtenues grâce à ce code. Donc comparé à un code C, alors attention, non optimisé, un code non parallélisé sur un processeur, là à l'époque un Xeon quad-core, mais monothread. Donc pour une multiplication d'une matrice de 1024 par 1024, on obtenait un temps d'à peu près 10 secondes. Et avec cette première version, avec CUDA, donc on obtenait une accélération d'un facteur 7 avec un temps qui est un peu plus d'une seconde. C'était sur, à l'époque, une Tesla C1000 avec 240 cœurs, donc à 1,3 GHz. Alors, on pourrait se satisfaire de cette accélération, mais en fait, on est très loin d'utiliser là efficacement les ressources du GPU. C'est ce qu'on va voir avec les différentes optimisations qu'on va faire par la suite. Donc, il ne faut pas oublier que sur les GPU, c'est l'accès aux mémoires qui est le nerf de la guerre. On a un moteur de calcul surpuissant, mais il va falloir accéder de manière efficace à la mémoire. Donc, c'est ce qui est représenté ici, cette première à gauche, une première stratégie, qui est le code qui a été présenté tout à l'heure. Donc, on va paralléliser selon les lignes de A. Donc on multiplie chaque ligne de A va être multipliée avec une colonne de B. Et donc là, pour des threads qui sont exécutés en même temps, un thread rouge ici, un thread vert et un thread bleu, je vais voir quels accès mémoire sont effectués. Donc avec cette stratégie de parallélisation sur les lignes de A, Premier calcul à faire, c'est accéder aux données carrées que je dois multiplier donc avec la donnée carrée de B. Donc je vais accéder à cette donnée carrée là sur la mémoire. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ça c'est une vue abstraite, c'est les matrices en mémoire, c'est stocké selon un seul indice qui est l'adresse mémoire. Donc c'est pour ça qu'elles sont mises à plat en quelque sorte. Donc on va accéder à ces données, 3 données carrées en même temps, puisqu'on a des threads qui sont exécutés simultanément, et donc on fait des sauts mémoire. Et donc là, ce n'est pas efficace. Alors que si on fait une autre parallélisation, on va paralléliser selon les colonnes de B. Donc on va multiplier une même ligne de A, mais avec des colonnes de B différentes. On voit que sur les accès mémoire, ça fera des accès mémoire contigus, puisque les données sont stockées selon les lignes. Donc quand je traite les données carrées, elles sont sur la même ligne. Et donc là, je vais du coup faire moins de transactions mémoire. Je vais même pouvoir utiliser efficacement mes caches mémoire. Et donc c'est ça qui explique une accélération supplémentaire d'un facteur 11. Alors on va continuer notre cycle d'optimisation. Donc là, il ne faut pas oublier que les matrices A et B sont encore stockées sur la mémoire globale. Et que sur cette architecture, l'architecture Fermi, donc qui date d'une dizaine d'années, il n'y avait pas de cache mémoire, de cache L2. Donc on est obligé de faire une stratégie ad hoc mémoire, donc de transférer
les données de la mémoire globale vers une mémoire locale si on veut accélérer les accès mémoire. Sur les architectures maintenant depuis 7-8 ans, il y a un cache mémoire qui permet aussi de faire ça automatiquement. Mais souvent, quand on fait une implémentation sur mesure avec les mémoires shared, on peut obtenir de meilleures performances. Et d'ailleurs, ça a été une des forces des architectures d'NVIDIA, c'est de permettre ces deux stratégies. Soit on laisse le cache mémoire automatiquement accélérer les accès mémoire, soit on le fait de manière sur mesure avec des mémoires locales, en explicitant donc les transferts mémoire. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va expliciter donc les transferts mémoire. Alors vu que cette mémoire locale est de petite taille, elle est seulement de quelques kilo-octets, on ne pourra pas stocker entièrement les matrices A et B, on va stocker simplement une sous-matrice de A et une sous-matrice de B, celle qui est utile à un instant T des calculs. Donc on commence par cette petite fenêtre, là où, quand on traite le début de ligne et début de colonne de B, et plus on avance dans les calculs, cette fenêtre va glisser pour atteindre la fin de ligne et fin de colonne. Donc en faisant cet effort pour le développeur, puisque ça c'est quelque chose à coder soi-même, il faut aussi définir un tableau 2D qui correspond à ces fenêtres. On obtient, alors il faudra utiliser, ça il faut se référer à la documentation d'NVIDIA, là il faudra utiliser donc un tableau 2D avec le qualificatif shared. En faisant tout cet effort, on obtient encore une accélération d'un facteur 7. Donc ce n'est pas pour obtenir un gain de 10 ou 20%, c'est vraiment des facteurs très importants et qui permettent de rendre pertinent l'utilisation des GPU. Donc, alors bien sûr, pour la multiplication de matrices, c'est une opération vraiment utilisée très largement. Il existe des librairies. Une librairie d'ailleurs faite par les ingénieurs d'NVIDIA. Donc c'est la librairie QBLAS. Donc en faisant simplement appel à une fonction, là c'est QBLAS-GEM. Alors il faut définir avant les données, mais c'est beaucoup plus rapide. On ne définit pas le kernel CUDA, là. On fait simplement appel à une fonction. On obtient une accélération d'un facteur supplémentaire d'1,4. Alors ça c'était il y a une dizaine d'années. Maintenant la librairie QBLAS a été très largement optimisée par les ingénieurs d'NVIDIA, enfin par les 2-3 ingénieurs d'NVIDIA qui sont spécialisés sur cette opération-là, qui le font en assembleur. Voilà, il ne faut pas essayer de réinventer la roue. Faire son propre code CUDA, ça a du sens, surtout quand il n'y a pas de librairie qui existe. Et c'est pour souvent des marchés de niche, un peu, des algorithmes qui ne sont pas grand public, utilisés largement par les calculs scientifiques. Donc le premier réflexe, c'est toujours aller chercher la librairie adéquate. Donc on voit que là, on est descendu au final, si on reprend le fil. On était à 10 secondes sur un code C non optimisé, c'est un code fonctionnel mais pas optimisé. Et on est descendu à une dizaine de millisecondes, donc on a quasiment un facteur 1000. Alors en général, ce qu'on peut obtenir, c'est ce qu'on recherche, c'est des facteurs d'accélération d'un ordre de 10, par rapport à un code C avec une optimisation correcte. Alors pour conclure, là ce qu'on voit, c'est qu'il y a 50% maintenant du temps qui correspond au transfert mémoire, un transfert des matrices A et B sur la carte GPU au début des calculs, et puis récupération de la matrice C résultat. Ça prend 50% du temps, donc on voit que c'est un nouveau goulot d'étranglement. Il ne faudra peut-être pas passer un temps infini pour essayer d'optimiser les calculs ou les accès mémoire. C'est peut-être plutôt ça qu'il faudra chercher à optimiser. Donc je vous remercie de votre attention pour ces 2 cours, et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez des ressources sur ce site Git que je laisse en libre accès. Merci de votre attention.